bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors c'est parti pour des débats sur l'actualité du numérique et également des découvertes. Alors il y en a une que j'avais très envie de partager avec vous. À l'occasion d'une visite à Station F, j'ai fait la rencontre de Sébastien Barthélémy qui est installé en plateau. Et il était en plein lancement de sa plateforme de lobbying citoyen. Alors dans sa boîte à outils numérique, moi j'y ai trouvé une conception intéressante qui m'a interrogée sur ce qu'était la démocratie participative dans la poche. Je vous propose son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons de la régulation des réseaux sociaux. Régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire responsabiliser. Comment fait-on pour les responsabiliser sur la diffusion des contenus qu'ils participent à propager, sur leurs algorithmes qui travestissent le réel, qui créent des croyances, qui influencent nos comportements? J'ai invité 3 personnalités convaincues qu'il est encore possible d'agir. Nous étudierons avec elles quelles sont les pistes. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous sur le monde du libre pour parler des conséquences de la politique américaine sur l'export des logiciels, avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Sébastien Barthélémy, vous êtes président fondateur de Factio. Alors, vous me corrigerez si nécessaire, mais j'ai présenté votre plateforme comme une boîte à outils pour faire avancer les idées des citoyens, faire avancer aussi des causes qui sont portées par des associations, les aider à promouvoir leur campagne. Quels ont été les principes fondateurs de Factio au moment où vous l'avez lancé ? Au moment où on l'a lancé, on a d'abord cherché à répondre à une problématique aujourd'hui, qui est qu'on vit dans un monde virtuel, numérique, où tout est dans l'instantané, tout est numérisé, mais la démocratie, elle se joue encore avec des outils du 15e siècle, avec, 15e avec l'impression, avec des bulletins papier, oui, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et on s'est dit, aujourd'hui, à l'heure de la communication instantanée, il faut pouvoir donner un moyen en temps réel aux citoyens d'exprimer leur point de vue et d'influencer sur les décisions qui sont prises. Alors je vous pose tout de suite la question, la différence avec les sites de pétition qui ont justement un peu numérisé ces combats citoyens. Oui, alors il y en a plusieurs, mais je dirais que la différence principale avec les sites de pétition, c'est celle pour le citoyen de pouvoir interpeller directement les élus qui le représentent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un groupe de gens qui se regroupent derrière une proposition ou une volonté, mais c'est un électeur qui parle à son élu et qui lui dit « voilà moi ce que j'aimerais que vous, en tant que représentant, preniez en compte par rapport à mon opinion ». Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte à outils concrètement ? Alors on retrouve la partie pétition. Donc vous allez commencer par signer, rejoindre une campagne, signer la proposition. Vous allez pouvoir interpeller en un clic votre élu. Donc on ne va pas vous demander... Et comment je fais ça? C'est-à-dire c'est un mail qui lui est envoyé? Alors, on a beaucoup parlé avec les élus au moment de lancer cette plateforme. Le côté mailing massif a tendance à les agacer, on peut le comprendre, et ça peut être contre-productif. Donc on a, nous, créé un système qui permet de concaténer, de rassembler toutes les alertes venant d'électeurs de sa circonscription, et lui, sur son tableau de bord, visualise en temps réel les différentes campagnes, les différentes propositions qui lui sont soumises et le nombre de signataires. D'accord, donc en fait vous lui fournissez au député un tableau de bord qui lui permet de voir sur quel sujet ces électeurs sont particulièrement sensibles, en alerte. Exactement. Pour qu'ils puissent défendre plus ou moins certains sujets. Exactement. Il va pouvoir s'accaparer les demandes des associations, des citoyens qui lui sont adressées et y répondre à travers une série d'actions que lui peut entreprendre, comme soutenir une proposition de loi, en parler dans les médias ou poser une question écrite au gouvernement. Alors vous avez une démarche assez offensive quand même. Quand on va sur votre site, vous employez la terminologie faire pression. Alors faire pression sur les députés, les alerter aussi, ces citoyens, sur qu'a voté au final le député à l'Assemblée nationale, celui que vous aviez sollicité sur votre sujet de préoccupation. Est-ce que c'est pas aussi les jeter en pâture, faire du name and shame, comme on a l'habitude de le dire sur les réseaux sociaux? C'est un peu du name and shame, effectivement, mais on pense que les élus sont là, dépositaires d'un mandat, représentant leurs électeurs. Alors certes, leur mandat leur appartient, mais on pense effectivement qu'ils ont un devoir aussi, entre 2 élections, de rendre compte et de prendre en compte les demandes des citoyens. Pas simplement attendre
tous les 5 ans d'être élu pour ensuite puis avoir à se Comment est-ce que vous préoccuper de la vie. récoltez l'ensemble des votes? C'est uniquement volontaire? Sont uniquement les députés avec lesquels vous avez décidé de travailler, sur lesquels ces alertes portent? Alors les députés, on va les alerter de 2 façons. Un, à travers des communications par email sur ceux qui sont inscrits sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a plus de 60 députés qui sont inscrits sur la plateforme, mais également ceux qui ne sont pas inscrits, leur mail est public. Et également sur Twitter, qui est la plateforme, le réseau social avec lequel on est le plus intégré, puisque c'est là où le débat public se passe. C'est pour vous un exercice de démocratie participative? Oui, tout à fait. C'est une forme de démocratie participative. Nous, on n'est pas là pour remplacer le vote. On n'est pas là pour remplacer les institutions. On est là pour établir un lien direct, donner la voix aux citoyens. D'ailleurs, Factio, c'est un mot latin qui veut dire ça. C'est un groupe de gens qui veulent agir ensemble. Alors en même temps, vous permettez donc à des groupes, des associations de faire valoir leur cause et d'avoir davantage d'influence auprès des représentants de la nation. C'est quand même une grosse responsabilité que vous portez là. Oui, tout à fait. Mais vous faites un tri? Comment ça fonctionne? Alors, est-ce que vous avez une ligne politique? On n'a pas de ligne politique, on a une plateforme. La ligne rouge est bien sûr celle de la loi, de l'incitation à la haine, du racisme, mais on n'a pas de ligne politique. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent. Aujourd'hui, ce qui est très fort, c'est la cause animale. Ce qui est très fort, c'est l'écologie, des sujets comme ça. Mais pour revenir à la question... Et les députés les plus sensibles qui participent à votre plateforme, ils sont plutôt d'un bord ou d'un autre? Alors, on a des députés de tous bords, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, aussi de tout âge. Moi, au début, quand j'ai lancé, je pensais que ce seraient les députés nouvellement élus, les plus jeunes, qui seraient sensibles au numérique. Mais en fait, non, c'est par cause qu'ils s'engagent. Alors, on a des typologies de députés qui nous disent moi, je ne vois pas pourquoi je devrais répondre à mes électeurs, ce qui est cocasse, mais on a vraiment tout type de députés. Peut-être qu'ils ne voient pas pourquoi répondre via votre plateforme de cette façon-là. Peut-être. C'est quand le nombre d'alertes grandit, qu'ils se sentent un peu obligés de répondre. Mais pour revenir à la question de la responsabilité, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est donner aux associations, aux citoyens qui n'ont pas les moyens de faire du lobbying à l'échelle des industriels, un outil pour pouvoir contrebalancer aussi ce lobbying qui représente des intérêts privés contre des intérêts publics. Oui, vous leur donnez un médiaphone, c'est-à-dire que vous leur permettez d'avoir un écho supplémentaire. Ils ont déjà, on va en parler juste après votre interview, ils ont déjà les réseaux sociaux aujourd'hui pour agir. Oui, ils ont déjà les réseaux sociaux. Certains savent très bien s'en servir. On a l'exemple de L214 qui fait ça très bien, par exemple. D'autres savent moins s'en servir, d'autres sont plus petits, ont moins de force de frappe, on va dire. Le fait d'être aussi sur une plateforme où tout le monde est là pour défendre une cause, pour militer, fait qu'il y a aussi un pool de gens qui peuvent passer très facilement d'une association à l'autre. On a aussi, la possibilité pour les citoyens de recruter leurs proches et ainsi de gagner des badges d'influenceurs, ce qui fait qu'on encourage les gens vraiment à embarquer tout leur réseau avec eux. Donc c'est un outil très utile pour les associations et c'est une nouvelle façon de demander, de sommer les députés de s'engager sur les sujets qu'ils sont censés porter en tant que représentants de la nation. Merci beaucoup Sébastien Barthélémy, président fondateur de Factio. C'est l'heure de notre débat sur la régulation possible des réseaux sociaux. Quelles sont les pistes pour réguler les réseaux sociaux? On en parle tout de suite avec deux personnalités du secteur, deux ex-présidents du Conseil national du numérique, Benoît Thiolin et Gilles Babinet, qui sort lundi un ouvrage, Refondre les politiques publiques avec le numérique. Et d'ailleurs, il y a un MOOC qui sera disponible dès aujourd'hui sur ce sujet. Alors, nous aurons également en visio François-Pierre Lagny, avocat en droit de l'informatique et des nouvelles technologies, associé du cabinet d'Irénic. Et vous verrez comme il est très impliqué sur ces questions également de régulation des réseaux sociaux. Alors, première question pour vous autour de la table, messieurs. Réguler déjà, qu'est-ce que ça veut dire? En introduction, moi, je parlais de responsabiliser ces plateformes de discussion, de diffusion de contenu qui ne sont plus finalement de simples outils, mais des vecteurs d'influence, de modification de nos comportements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Réguler, est-ce que c'est responsabiliser? Oui, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on a pu constater que la régulation des réseaux sociaux n'était pas bonne. Il y a aussi un certain nombre de régulations qui concernent notamment les enjeux de publicité, qui est diversement interprétée suivant les pays européens. Et donc il y a effectivement l'occasion de créer une forme de nouveau statut entre le statut d'éditeur et le statut d'hébergeur.
Et c'est tout l'objet du Digital Service Act, qui est le grand texte européen actuellement en discussion à la Commission. Alors, vous avez employé le terme de publicité. Effectivement, on est dans une relation marchande, même si on parle d'outils totalement gratuits. Est-ce que c'est pas là le premier péché originel, finalement, cette gratuité qui fait qu'on monétise nos communications, qu'on monétise nos échanges? Benoît Thiolin. Oui, je pense que ça a longtemps fait partie des angles morts de la réflexion qu'on pouvait avoir sur la régulation de ces plateformes, en fait, au sens large, parce qu'il n'y a pas que les médias sociaux, en fait. Alors, cela étant dit, c'est pas forcément le plus facile à réguler. Et pour revenir sur votre question de qu'est-ce que c'est que la régulation, au fond, on a fini par se convaincre, par la pratique, que les médias sociaux étaient un peu devenus une zone de non-droit. Alors, tant que c'était tout petit, que c'était quelques élites de geeks qui discutaient entre elles, on n'était pas très regardant, et puis c'est devenu massif, et puis on a vu que ça avait des effets considérables sur les opinions publiques, même sur les politiques, quelles qu'elles soient, peut contribuer à élire un Obama un jour, et ça va contribuer aussi à structurer un réseau autour de Daesh un autre jour. Donc tout d'un coup, cette espèce d'idée que c'était une zone de non-droit a été battue en brèche à raison. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est une zone de non-droit? La réalité, c'est qu'en fait, non. Lorsque vous tweetez, lorsque vous postez un message, en réalité, vous tombez sous le coup des régulations naturelles de l'information. Le problème, c'est que dans la réalité, c'est très dur à appliquer. Donc quand on parle de réguler ces plateformes, quand on parle de réguler les médias sociaux, en réalité, ce que l'on entend, c'est de mettre en place des normes, des lois, des décrets, des réglementations spécifiques qui, elles, vont être applicables à la fois, je dirais, de manière opérationnelle, et puis aussi tout simplement de pouvoir être applicable pour le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous déposez un recours pour un message qui vous a diffamé sur Twitter, ça va pas prendre un certain temps, ça va vous coûter un peu d'argent, et dans la pratique, en réalité, si c'est juste quelqu'un qui vous a un peu agacé, vous n'allez pas le faire. Donc, on a à remettre, je dirais, sur la table, au fond, tous les outils par lesquels, avant, on régulait l'information, mais à l'époque de l'imprimerie ou des médias traditionnels de masse. Et là, il faut qu'on les adapte à ce nouvel environnement dans lequel il peut y avoir des milliards de messages qui sont envoyés tous les jours, dans lequel il y a des algorithmes qui d'ailleurs vont les traiter, dans lequel il peut y avoir un peu de modération, dans lesquels, en plus, la place du débat public, elle est morcelée entre des endroits, au fond, différents, avec des régulations et des lois particulières. Vous êtes en fait sur la même plateforme, alors que vous êtes en train d'appliquer le droit américain dans un cas, ou le droit français ou européen dans un autre. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui sur la table. Elles sont complexes, parce qu'on voit bien que les réguler, c'est pas juste poursuivre les lois traditionnelles sur ces réseaux-là. Et effectivement, comme le disait Gilles Babinet tout à l'heure, ça passe vraisemblablement par une réflexion européenne. C'est le bon niveau, en réalité, pour réguler ces énormes plateformes. Et puis, ça passe probablement par une réflexion où il faut être un peu créatif. Ça passe évidemment par des lois, mais ça passe aussi par toute la revisitation, au fond, d'une grammaire, d'une forme de responsabilisation des individus sur ces plateformes. C'est pour ça qu'on parle parfois, d'ailleurs, de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi plusieurs niveaux, parce que, effectivement, il y a des lois qui s'imposent aux utilisateurs, qui semblent assez évidentes. En France, le respect de la loi française, ne pas faire d'incitation à la haine, voilà, par exemple. Mais il y a un autre niveau, il me semble, de responsabilisation, c'est sur les algorithmes, sur la manière dont ces réseaux sociaux travaillent avec la matière qu'on leur fournit finalement, chez Babinet. C'est un sujet assez intéressant parce que pendant très longtemps, les plateformes ont effectivement essayé de vendre aux régulateurs l'idée qu'on pouvait traiter les contenus avec des algorithmes. Ça aboutit à des catastrophes, réellement. C'est tout à fait intéressant d'observer qu'il y a eu des choses des fake news qui ont été propagées littéralement par ces algorithmes censés limiter justement l'émergence de certains types de messages. Depuis quelques années, Facebook, pour ne parler que d'eux, ont recruté une armée de modérateurs. Si vous voulez, dans Facebook, vous avez à peu près 45 000 personnes aujourd'hui. Les 2 tiers de cette équipe, ce sont des gens qui font de la modération de contenu. Ce qui d'ailleurs, en passant, crée d'importants problèmes psychologiques pour ces gens-là, qui sont confrontés à des contenus extrêmement violents. Il y a eu des documentaires très intéressants là-dessus, sur cette face cachée de la modération. Un petit aparté. Mais ce qui apparaît, c'est que c'est très compliqué de définir clairement ce que l'on souhaite avoir. Et je pense que l'une des idées du Digital Service Act, c'est d'avoir une régulation qui soit flexible. C'est-à-dire qu'il soit probablement délégué à une agence, exactement comme on l'a dans le monde financier,
où vous avez... On a aujourd'hui des régulateurs quand même. Exactement. Je parle des CNIL, par exemple. Exactement. Vous déléguez ça donc à une AI, une autorité administrative indépendante, et puis elle peut adapter en fonction de ce qui se passe. Et elle peut notamment soumettre ces plateformes à ce qu'on appelle des stress tests, en français des audits, où on va leur dire, écoutez, voilà, cette année, la réglementation c'est comme ça, vous devez être conforme à ça, et on va faire des tests, on va regarder si effectivement ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, soit on vous demande de mettre en place des mesures de compensation, soit on vous met des amendes. Et je crois que l'idée d'ailleurs d'amende est très présente, parce qu'on voit bien que finalement, au travers de maintenant une quinzaine d'années de négociations, on n'a pas été très loin. Et donc on se dit, finalement, ils nous comprennent, et je crois qu'aux États-Unis, le débat est assez similaire d'ailleurs, qu'une vraie chose, c'est que lorsque ça les impacte dans leur cours en bourse en particulier. On va donner la parole à François-Pierre Lagny, associé au cabinet d'Éric Guénic. Bonjour François-Pierre Lagny. Bonjour à tous. Alors vous, je disais que vous connaissiez bien ce sujet pour avoir accompagné l'UFC Que Choisir contre Twitter, Google et plus récemment Facebook. À propos de clauses illicites ou abusives, vous avez obtenu des condamnations. Dites-nous si c'est très compliqué aujourd'hui de s'attaquer aux GAFAM. Alors, compliqué, oui, puisque effectivement, c'est des procédures, par exemple, qui ont duré plus de 4 ans pour, in fine, exiger que ces plateformes puissent respecter la loi française avec des recours en appel, notamment Twitter a fait appel, une difficulté pour faire exécuter ces décisions à l'encontre de ces plateformes. Hier, la société Google a été condamnée par le juge de l'exécution pour exécuter la décision de première instance que nous avions obtenue voilà plus d'1 an. Donc on voit bien que le recours au juge, il est bien sûr fondamental, mais il est complètement en décalage par rapport à l'exigence de rapidité, d'action nécessaires dans la régulation des plateformes. On a un problème en fait derrière la condamnation et pas forcément les faits. En fait, c'est pas suivi d'actes. Alors il faut obtenir la condamnation, 4 ans. Plus de 300 pages de conclusions échangées par chacune des parties. Donc un livre remis au juge de 300 pages. Imaginez un petit peu le travail conséquent que ces plateformes nous ont obligés de fournir dossier par dossier. Et puis derrière, un problème d'exécution. Et donc la première chose, c'est que ces plateformes respectent la loi et surtout respectent les jugements et s'exécutent volontairement. Mais en parallèle, moi je crois aussi en l'autorégulation. Et comme dans la démarche du RGPD, il nous faut effectivement un texte central, un règlement européen permettant effectivement d'augmenter la responsabilité de ces plateformes qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, sont exonérées par la loi, notamment en France, par la loi de confiance en l'économie numérique qui date de 2004 et qui leur donne, confirmé par le juge à plusieurs reprises, effectivement un statut d'hébergeur. Et donc c'est une réflexion au niveau européen pour aller un peu plus loin dans la responsabilisation et effectivement avec une autorité de contrôle nationale qui permet, via l'amende, et je suis tout à fait d'accord avec M. Babinet, c'est exactement la solution envisageable, par l'amende puisse condamner fortement par rapport au chiffre d'affaires de ces sociétés la non mise en conformité de telle ou telle exigence générale qui serait éditée par un règlement européen. Alors Benoît Thiolin, lorsque vous êtes venu sur ce plateau la semaine dernière, vous avez évoqué aussi la nécessité de nos administrations de davantage s'intéresser aux algorithmes, de monter en compétence sur ce sujet. Pourquoi ? En quoi une compétence algorithmique peut nous aider à réguler les réseaux sociaux ? Parce que d'abord, en fait, ces plateformes ont changé.
C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous postiez un message sur Facebook, vos amis allaient les voir, même chose sur Twitter, vos abonnés allaient les voir. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Vous avez trop d'amis, vous avez trop d'abonnés, il y a trop d'informations qui sont échangées, et donc en réalité, vous avez illusoirement l'impression de suivre vos amis, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a un petit algorithme qui va, en fonction de plein de critères, vos goûts, les choses que vous avez regardées avant, etc., va trier cette information-là. Donc en fait, c'est un angle mort de nos réflexions que de ne pas rechercher et comprendre comment va fonctionner cet algorithme. Et c'est aussi un levier, c'est-à-dire que la plupart, et Gilles en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est une sorte de secret de fabrication aussi. Bien sûr, c'est un secret de fabrication, mais c'est aussi par ce biais-là que vous allez être capable de faire le tri. C'est-à-dire que la modération elle-même, sans l'outillage par l'algorithme, en réalité, elle ne peut pas être derrière chaque personne qui poste un message. Donc en fait, il y a un premier tri qui va être fait par les algorithmes. Et or, là, on touche à des questions qui sont problématiques parce que c'est bien de vouloir autoréguler, c'est bien de fixer un cadre, mais on touche quand même à la liberté d'expression. C'est-à-dire que ce qui rend ces grandes plateformes, en particulier les médias sociaux, si attractifs pour les gens, c'est qu'ils y ont trouvé une tribune, un porte-voix dont ils ne disposaient pas avant. Ça veut dire que c'est devenu un outil du débat public, un outil de leur liberté d'expression absolument prodigieux. Donc le fait que ces algorithmes interviennent dessus, soient capables de retirer automatiquement un message ou pas, selon quels critères, à partir du moment où on est dans un champ qui est devenu aussi central, aussi important, qui est la liberté d'expression, qui doit être davantage judiciarisé, c'est-à-dire que oui, c'est plus le laisser-faire du début du web, pour autant, on doit quand même s'intéresser à la manière dont les algorithmes vont, au fond, filtrer, faire ce premier filtrage, on va dire, de premier niveau. Donc oui, je pense que la puissance publique, demain, si elle veut être capable de bien réguler, elle va d'abord probablement devoir comprendre mieux ce qui se fait à l'intérieur de ces boîtes noires, donc comprendre, faire des stress tests, un peu comme le disait Gilles, en tout cas faire de la rétro-ingénierie et comprendre comment sont ces algorithmes. Et cette chose-là est valable dans le champ des médias sociaux, mais je dirais c'est dans les champs de toutes les plateformes en réalité. Aujourd'hui, si vous voulez réguler un usage, vous devez le comprendre. Pour le comprendre, dans une plateforme, ce sont en grande partie ces algorithmes, il faut montrer une compétence là-dessus. Il n'y a pas que les enfants qui doivent apprendre à coder, alors nos administrations et nos dirigeants également. Gilles Babinet, il y a aussi cette idée que c'est un outil de propagande qui diffuse des idées, des croyances. Est-ce que pour les contrer, il faut nous aussi utiliser les mêmes armes, en fait, faire de la contre-propagande ? Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de la campagne We Are One lancée par Emmanuel Macron ? Oui, face à la haine qui déferlait contre la France. Oui, écoutez, on est dans un monde assez étrange et les réseaux sociaux ont une caractéristique qui est bien montrée par ce documentaire que vous avez peut-être vu, The Social Dilemma. Oui, derrière nos écrans de fumée en français. Oui, voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez, l'intérêt de ces plateformes, c'est de polariser le débat. Parce qu'un contenu un peu agressif, un peu radical, a en moyenne 6 fois plus de chances de se diffuser qu'un contenu articulé et développé. Et c'est vrai que si vous voulez, si je vous montre une image très simple... qui disait « la vérité est ennuyeuse ». Exactement, voilà, ça résume extrêmement bien le propos. Et c'est quelque chose qui, moi ce que j'appelle la loi du sucre, c'est-à-dire que les petits capteurs de dopamine, vous essayez de les nourrir le plus rapidement possible, puis au bout d'un moment, vous n'avez plus d'intelligence dans le système, vous avez quelque chose qui est absurde. Et c'est ce que l'on voit dans le monde dans lequel on vit, où finalement des acteurs politiques comme Trump résonnent très très bien avec cette idée de super simplification. Et c'est extrêmement problématique. Je ne pense pas que ça ne soit que les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il faut faire pareil ? Est-ce qu'il faut utiliser ces mêmes armes du sucre ? Non, il faut faire le pari de l'intelligence. On ne peut pas faire d'autres paris. On n'a pas le choix. On est dans un monde où l'une des caractéristiques fortes, ça va être la complexité, notamment à l'égard de l'environnement. C'est fini les solutions simples où on invente la machine à vapeur et on crée de la productivité. Maintenant, si on veut aller devant, il va falloir être capable d'affronter la complexité. Et on est exactement face à des outils contraires. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, ils sont super simplificateurs. Et je ne sais pas comment on va sortir de ça, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Et si vous voulez, je ne mettrai pas pour ma part en danger le fonctionnement du débat public, le fonctionnement des démocraties, simplement parce qu'on a un nouveau truc qui est super sympa qui s'appelle les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux sont extrêmement perturbateurs, il ne faut pas hésiter à leur tomber dessus. Je ne pense pas qu'on les interdira, parce que c'est quand même quelque chose qui est consubstantiel du monde dans lequel on vit, mais je pense que leurs pratiques les plus condamnables, comme celle qui consiste à utiliser des algorithmes pour superpolariser le débat, ça je pense que c'est inacceptable.
Benoît Thiolin, quel est votre avis sur cette idée de se servir aussi de ces outils comme un outil de communication pour vendre nos idées qui sont parfois un peu ennuyeuses? Non, je pense que s'ils existent, et s'il est avéré, ce qui est le cas aujourd'hui, que c'est devenu un élément essentiel de la fabrique de l'opinion publique, alors je pense que oui, il ne faut pas les déserter et qu'il faut évidemment y être présent. Ensuite, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que je maintiens, je pense qu'on va avoir besoin de réguler. Je ne crois pas au fait qu'on les supprime, on oublie. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que le côté négatif, et c'est vrai qu'il est extrêmement préoccupant, mais il ne faut pas oublier que ça a été un empowerment citoyen de la démocratie, de la capacité d'expression sans précédent. Et donc ça, c'est un acquis, je pense qu'il faut le préserver. En revanche, la couche d'algorithmes qu'on a mis dessus, le fait que du coup ça pousse à la polarisation, oui, sont des choses, mais qui sont d'ailleurs intervenues plutôt après, et que l'on doit davantage encadrer. Et les plateformes elles-mêmes, d'ailleurs, le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, sur Twitter, il y a énormément de petits changements qui peuvent paraître complètement anodins, mais vous pouvez plus retweeter comme ça en un seul clic. Ça date d'il y a quelques semaines. Oui, il y a un petit message qui apparaît. Qui vous dit, ou alors quand vous retweetez, moi je trouve que j'avais lu un article avant sur mon ordinateur, je tombe dessus sur Twitter, je clique et me dis, vous devriez peut-être lire l'article avant de le retweeter. Ça m'a fait sourire, je l'avais lu avant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes prennent au sérieux et qu'elles comprennent qu'il y a des choses qui s'automatisent, il y a une espèce de trop grande fluidité, une trop grande accélération du débat que ces plateformes ont créé, qui est un problème pour le débat lui-même. Et donc je pense que ça passe aussi par tout un certain nombre de petites choses comme ça à réinventer. Vous savez, dans un parlement, on a mis des dizaines et des dizaines d'années à codifier la prise de parole. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous débarquez pas à l'Assemblée nationale en prenant le micro et en parlant. Il y a tout un code de procédure qui correspond au fait que faire parler 500 personnes entre elles, c'est compliqué. Eh bien, nous devons réinventer ces petites choses. Et puis par ailleurs, nous devons aussi responsabiliser davantage et judiciariser avec de la rapidité, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est en faisant tout ça qu'on gardera quand même cet acquis démocratique incroyable que sont ces plateformes de débat public, parce qu'elles le sont. Il ne faut pas non plus un revers de main tout balayer. François-Pierre Lany, alors vous qui avez eu affaire à eux de manière judiciaire, sur quels aspects aujourd'hui les GAFAM peinent-ils le plus à être en conformité avec le droit européen? Sur plusieurs axes. Ne dites pas tous quand même. Le principal d'entre eux, c'est évidemment le RGPD et la protection des données personnelles. Donc ce règlement européen est intégré désormais dans la loi de 78 ici en France. Donc on a, même s'ils ont fait de gros progrès, des difficultés à exiger qu'ils soient en conformité. C'est la question de la transparence et du consentement explicite qui pose problème? Exactement, du consentement explicite, notamment sur les données que vous confiez à ces plateformes, les réalisations que vous faites en termes d'images, de textes, avec des transferts automatiques de propriété intellectuelle à ces plateformes. Donc un certain nombre de difficultés où le juge français a statué et effectivement les a condamnés. Tout comme d'ailleurs les autorités de régulation en France ou ailleurs sur les données personnelles. Elles ont fait des progrès, elles sont montées en puissance, mais ce n'est pas encore suffisant. Pareil sur le droit de la consommation, eh bien ces plateformes, notamment dans les règlements qu'elles éditent et les règles qu'elle fixe aux internautes viole le code de la consommation française. Donc on a un juge français très exigeant, mais incapable financièrement de les condamner. Juger un petit peu ces non-conformités, le juge français les a obligés, ces plateformes à se mettre en conformité, mais les a condamnés à 20 000 euros de dommages et intérêts. Et donc 20 000 euros, vous voyez que c'est terriblement ridicule. Et c'est pour ça qu'il faut une autorité de régulation européenne avec une autorité de régulation nationale capable d'exiger de ces plateformes qu'elles mettent en place des règles internes, tout comme dans le RGPD, et ces règles internes seront auditées par les autorités locales. Et dans ces règles internes,
la problématique, effectivement, des systèmes qui sont mis en place, des algorithmes, eh bien, permet une capacité d'audit de ces autorités nationales sur ces algorithmes. Et la sanction, elle doit être financière, rapide et financière. Et notamment sur des propos diffamants ou autres, eh bien, une capacité de ces autorités, comme l'a fait le RGPD, eh bien, de bloquer et de retirer ces propos dans des délais qui doivent être de 24 heures, 48 heures, comme il existe d'ailleurs ces délais en termes de données personnelles. Alors la loi Avia s'est fait sanctionner, ou le projet de loi Avia s'est fait sanctionner par le Conseil constitutionnel parce que l'exigence de retrait et de blocage n'était pas sous le contrôle du juge, mais dès lors qu'on aura une autorité indépendante permettant d'exiger et de notifier ces retraits dans des délais extrêmement rapides, eh bien on voit bien qu'on sera en conformité aux règles européennes et à notre Constitution. Voilà, donc c'est vraiment... Je crois vraiment, en ce Digital Services Act, il faut que chaque représentant des pays travaille dans un groupe comme ça s'est fait pour le RGPD, et qui est une réflexion globale, un texte général, assez souple pour que les autorités locales qui seraient créées de contrôle puissent l'adapter localement dans chaque pays de l'Union européenne, et que ça devienne un véritable référentiel mondial, comme est en train de le faire le RGPD aujourd'hui dans le monde entier. Gilles Babinet, je vais vous donner le mot de la fin. Vous avez été notre digital champion, vous connaissez bien ces instances européennes. Est-ce qu'on a identifié aujourd'hui quels étaient les points faibles de ces GAFAM pour pouvoir les obliger à se conformer au droit européen ? Je ne sais pas si on a besoin d'identifier leurs points faibles. On a besoin d'identifier où est-ce qu'ils perturbent, j'ai envie de dire, la quiétude publique. Ça, c'est identifié déjà. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on sait comment il faut les contrer. Je pense donc que Maître Lani vient de l'expliquer. Il nous manque juste les armes juridiques. On est en train de le construire. Le DSA, il est assez consensuel. Il n'y a pas vraiment de débat sur ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Je pense que ce qu'on a appris, notamment du RGPD, donc le Règlement européen des données personnelles, c'est qu'il y a eu très peu d'amendes qui ont été émises. Et donc, on crée un mécanisme au travers du DSA qui est plus flexible, plus efficace, parce que, si vous voulez, si vous hésitez, vous avez le stylo qui tremble parce que vous dites ils vont faire appel, ils vont aller dans la cuge, et puis in fine, il ne va rien se passer, je vais avoir l'air ridicule, ça ne marche pas. Et donc, si vous avez une autorité qui a la capacité de poser ses amendes elle-même, comme c'est le cas avec la CNIL d'ailleurs dans certains cas, et qui a une grande souplesse dans le cadre, parce que le cadre a été posé pour être assez large, je pense qu'on les attrapera. C'est pas possible de mettre 5 milliards de dollars d'amende à Facebook et d'avoir le même jour le cours en bourse qui monte. Voilà, ça veut dire que, en gros, vous ridiculisez l'action de la puissance publique. On va changer ça. Bon, très bien. Donc, on voit qu'on a non seulement des pistes, mais on sait exactement ce qu'il faut faire et ça avance. Merci beaucoup pour votre intervention. Gilles Babinet, Benoît Thiolin, Maître François-Pierre Lani, vous donnez une vision assez optimiste finalement de la régulation des réseaux sociaux. Juste après la pause, on retrouve le monde du libre et on s'interroge sur cette politique américaine vis-à-vis de l'exportation du logiciel. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space et entrepreneur engagé du logiciel libre. Bonjour Jean-Paul Smets. Bonjour Delphine. Alors je vous remercie de répondre à mes invitations régulières pour nous aider à mieux connaître ce monde du libre. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser aux fondations qui sont installées aux États-Unis. Avec l'élection aux États-Unis, on peut se poser aujourd'hui la question de l'avenir du logiciel libre aux États-Unis, aussi bien pour les fondations, les entreprises ou les gouvernements. Parce que donc, cette élection a des conséquences aujourd'hui sur les logiciels libres et en particulier la problématique de l'exportation. Oui, depuis la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on commence à voir fleurir sur les sites web d'éditeurs de logiciels libres américains des grandes annonces en anglais comme en chinois indiquant qu'il est interdit, par exemple, d'exporter les logiciels libres de l'éditeur HashiCorp en République de Chine populaire. Ça, c'est l'administration Trump. Oui.
qu'il a décidé. Mais ça risque de continuer, parce que Ok. c'est aujourd'hui un consensus bipartisan. Et pour les fondations, c'est un peu la même chose. Si vous allez sur le site web d'Apache, vous trouvez des longues pages de paragraphes très compliqués qui expliquent qu'il est interdit d'exporter certains logiciels d'Apache dans certains pays, en Chine probablement, simplement parce que les serveurs racines d'Apache sont situés aux États-Unis. Et ça vaut également pour les réexportations. Donc par exemple, un constructeur automobile européen qui commencerait par télécharger un logiciel libre en Europe, on imagine par exemple Volkswagen, et qui ensuite l'expédie en Chine dans son usine à Shanghai, pourrait se retrouver avec des difficultés. Donc on n'est pas dans une situation compatible avec les grands principes du logiciel libre, là, clairement. En apparence, non. En réalité, oui. Ah, Alors, les 4 libertés du logiciel libre, c'est la liberté d'utiliser un logiciel où on veut, comme on veut, y compris en Corée du Nord, en Iran, en Russie, en Chine. La liberté d'étudier son fonctionnement, de le copier, d'en donner des copies à ses amis ou de distribuer une version modifiée. Et quand on regarde, par exemple, Apache, tout le monde sait que c'est un logiciel libre. C'est complètement certain en droit américain parce que Apache est libre de publier le logiciel et un Chinois est libre de le télécharger. Donc, en fait, Apache, on a bien la liberté d'importer depuis la Chine le logiciel libre et personne n'est obligé de l'exporter depuis les États-Unis vers la Chine. alors qu'est-ce qui se passerait si le nouveau président américain décidait que toute exportation vers la Chine, de logiciels libres ou non d'ailleurs, serait désormais interdite? Eh bien, comme le pire est toujours possible, comme on vient de le voir, et que l'état de droit semble de plus en plus incertain dans certains pays, on se retrouverait dans une situation où, à l'instar de ce qui est arrivé avec MATLAB, qui aujourd'hui est interdit dans les universités chinoises, on pourrait voir les Chinois obligés de créer des forks des logiciels libres américains ou tout simplement de s'en passer pour éviter ce qui est arrivé à la fille du fondateur de Huawei, emprisonnée au Canada, puis relâchée pour des problèmes d'exportation de produits Huawei contenant des technologies américaines. Juste fork, si vous pouvez nous l'expliciter. C'est en fait une copie qu'on continue à maintenir et développer tout seul dans son coin. D'accord, pour se libérer de la dépendance de l'éditeur d'origine. Oui, et pour les Européens, ça risque d'être un peu difficile également, avec des logiciels américains qui pourront plus intégrer dans leurs produits facilement et exporter dans les pays soumis à l'arbitraire extraterritorial américain. Alors nous, aujourd'hui, on est dans quelle situation justement en Europe? Par exemple, on parle beaucoup de la plateforme Gaia X qui va permettre d'avoir une indépendance européenne autour du cloud, mais qui est quand même ouverte aux technologies américaines? Alors Gaia X, aujourd'hui, c'est un projet qui a été créé par des opérateurs de cloud européens, mais par aucun fournisseur européen de technologie de cloud. Et Gaia X, aujourd'hui, accueille beaucoup Donc d'opérateurs OVH, 3DS Outscale, opérateurs de cloud. mais pas fournisseurs de technologie Non, de cloud. pas fournisseur de technologie de cloud. C'est un peu comme si on avait fait un projet sur la 5G en mettant Orange et Deutsche Telekom, mais sans Ericsson et Nokia. D'accord. Et ce qu'on a vu cet été, c'est une première preuve de concept de Gaia X qui, en fait, s'appuie quasiment exclusivement sur des logiciels libres américains. Alors, quand on voit ce qui arrive en termes de restrictions à l'exportation, là, par exemple, on pense au logiciel Google Kubernetes qui a été utilisé dans cette preuve de concept, on se dit que Gaia X ferait bien de s'intéresser aux logiciels libres européens de cloud pour éviter d'être dans une situation où toute la technologie Gaia X s'appuie sur du libre américain que les entreprises américaines ne pourront plus exporter dans certains pays. Voilà, et donc... Et ça, aujourd'hui, on est sensible à cet argument? C'est quelque chose dont on a conscience au niveau européen? Généralement, les gens n'en ont conscience que quand on les a bloqués, mais ça serait plus intelligent que Gaia X aujourd'hui s'intéresse aux technologies européennes de cloud et qu'à défaut de les imposer, au moins favorise leur adoption. Et le monde du libre est mobilisé sur cette question. Vous pensez véritablement qu'on peut voir des fondations quitter le sol des États-Unis? La fondation Eclipse a par exemple récemment quitté les États-Unis pour l'Europe. Justement parce que Eclipse a beaucoup d'industriels allemands de l'automobile comme clients, que ces industriels allemands ont des usines en Chine. Donc je pense que Eclipse montre qu'il faut vraiment faire aujourd'hui très attention aux restrictions d'exportation de technologies américaines de logiciels, y compris de logiciels libres. Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement? Ni bonne ni mauvaise. Pas... Il faut en tenir compte et Gaia X devrait en tenir compte.
Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour nous avoir sensibilisés sur cette question de la problématique d'exportation des logiciels depuis les États-Unis. PDG de RapidSpace, qui est un fournisseur mondial de cloud libre, né en France, je précise. Alors avant de se quitter, on termine avec une découverte, l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'une innovation qui transforme, ou qui va transformer, la pratique des visioconférences. On regarde tout de suite. Bonjour Delphine, aujourd'hui je vous présente une innovation qui va totalement révolutionner les réunions en visioconférence et autres conf-calls impersonnels. Cette innovation, c'est la vitre. Un dispositif qui permet de se voir quasiment en chair et en os. Voilà comment ça marche. Il suffit de s'approcher de ce dispositif de la taille d'un grand miroir plein pied. On toque sur l'écran comme on pourrait toquer à la porte de chez quelqu'un. C'est possible car l'écran choisi est tactile dans ce cas-là. Une fois que vous avez tapé sur l'écran, votre collaborateur apparaît de tout son long en face de vous. Vous pouvez alors échanger comme si vous étiez dans la même pièce. Une enceinte est positionnée juste au-dessus de l'écran. L'ensemble micro et caméra se place sur le côté, le tout maintenu dans une box imprimée en 3D par l'entreprise. Et pas question d'avoir un résultat médiocre. La caméra qui vous filme en haute définition et même en 4K. Il n'y a ni branchement ni câble, hormis bien sûr l'alimentation de l'écran, ce qui donne un design épuré et une prise en main facile. Il vous suffit d'une connexion Wi-Fi. Vous pouvez aussi partager sur la vitre votre écran de smartphone. Vous pourrez changer et modifier en direct des documents. Pour ça, vous pouvez utiliser l'AirPlay de votre iPhone par exemple, mais ça fonctionne aussi sur Android. Alors pour être clair, la véritable innovation, c'est le logiciel qui s'intègre et s'adapte à tous les écrans, accompagné bien sûr des accessoires qui sont autour, indispensables du service proposé par la vitre. À l'origine, le projet a été pensé pour répondre aux propres besoins de l'agence, une agence de communication fondée à Nantes qui a 3 sites en France et en grandissant, elle a recruté à Paris, mais aussi à Marseille par exemple. Très vite, des réunions de travail à distance se sont donc imposées. Alors l'agence a développé pour elle-même un prototype pour pallier ce problème de distance avec ses employés. Au bout de quelques mois, cet outil est devenu indispensable et l'équipe, les 3 cofondateurs, ont décidé de lancer la production de ce produit. C'est justement l'un des cofondateurs, Romuald Boulanger, qui m'a présenté cette technologie. En fait, la vitre, c'est aussi le nom de la start-up vouée à faire grandir ce projet. Elle a été créée en 2019. Ce que propose la start-up, c'est véritablement le logiciel de service derrière la vitre. Et pour mener à bien ce projet, sont adressés à des partenaires, à savoir LG, mais aussi Samsung. C'est pourquoi la vitre propose la vente de sa solution sous plusieurs formes. Vous pouvez acheter le pack qui regroupe tous les accessoires qui sont autour et qui s'adaptent à votre propre écran pour un abonnement mensuel de 199 €. Si vous choisissez la solution avec l'écran, les prix varient donc en fonction de la taille de l'écran que vous aurez choisi, entre 5 000 et 10 000 €. Il n'est donc pas question tout de suite évidemment de toucher le grand public, mais cela reste un objectif pour la boîte en fonction évidemment des prix, de l'évolution des prix du marché des écrans qui sont aujourd'hui disponibles. Alors la cible aujourd'hui, c'est le B2B et les domaines d'application sont très larges. Pour les entreprises d'abord, cela peut permettre de réunir des équipes, on l'aura compris, qui ne se trouvent pas dans les mêmes locaux. Mais cette technologie intéresse aussi les services de conciergerie. Par exemple, les hôtels en heure creuse, plus la peine de monopoliser une hôtesse pour un seul hôtesse quand seulement 3 clients vont passer dans la nuit. Cette personne pourrait répondre aux sollicitations de plusieurs clients dans plusieurs hôtels différents. Et puis le secteur médical s'y intéresse également. Enfin, pour les formateurs, par exemple, même principe, plusieurs formations en même temps seraient possibles avec toujours l'illusion d'être dans la même pièce. Voilà, Delphine, vous savez tout. On se retrouve demain, non pas pour une nouvelle innovation, mais pour parler de la conquête spatiale. Merci beaucoup, Cécilia. Je dois dire que Smartex s'intéresse aussi beaucoup à cette technologie. Ça donne envie de l'essayer.
Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. Alors j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces débats et ces découvertes autour du numérique. Vous allez retrouver évidemment Cécilia Sévry dans quelques instants pour vous présenter le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.